Réservez-le, ivre et désordonné. Et s'il te cause le moindre problème, ajoute Résistance. Le shérif Earl Briggs l'a dit sans lever les yeux de la planche à clip dans sa main. Il l'a dit comme un homme commande son déjeuner, de manière décontractée, ennuyée, certain que la commande sera exécutée. L'homme dont il parlait se tenait à 1,50 m, âgé de 73 ans, portant un costume gris repassé et une cravate à rayures régimentaires. Il s'appelait Cornelius Elmore. Il n'avait pas bu. Il n'avait pas été désordonné. Il était debout sur un trottoir public devant le palais de justice du comté de Harlan, attendant un transport. Cornelius regarda les deux députés s'approchant de lui avec des menottes. Il les regardait comme un homme regarde le temps, en observant, sans peur. Il a dit, d'une voix calme et très précise, « Je voudrais passer un appel téléphonique. » Personne ne bougea pour l'aider. 3 membres du personnel du tribunal se tenaient à l'entrée en train de regarder. Un avocat avec une mallette était entré par la porte et s'était arrêté sur les marches. Un homme promenant son chien à travers la rue s'était arrêté. Ils ont tous regardé. Personne ne bougea. Personne ne parla. Ils n'avaient aucune idée de qui était Cornelius Elmore. Ils n'avaient aucune idée de quel appel téléphonique il prévoyait de passer, ni de qui serait à l'autre bout, ni de ce que cette personne dirait. Le shérif Briggs n'avait aucune idée de ce que les 47 prochaines minutes allaient faire à sa carrière, à sa pension et à toutes les hypothèses qu'il avait jamais faites sur ce à quoi ressemble le pouvoir et qui le détient. Avez-vous déjà été renvoyé à un moment où tout en vous aurait dû dire à la salle de réfléchir à 2 fois? Laissez-moi vous ramener au début de ce matin. Cornelius Elmore se réveilla à 6 heures au Harlan County Inn, un petit motel propre sur la route 9, du genre avec des couvre-lits blancs et une machine à café qui utilisait des dosettes de 3 tasses. Il était arrivé la nuit précédente, conduit depuis l'aéroport régional, et il n'avait pas fait d'histoire au sujet des logements parce que Cornelius Elmore ne faisait pas d'histoire au sujet des logements. Il avait dormi dans des endroits pires. Il avait dormi dans des endroits bien pires, dans des circonstances bien pires, et ce n'était pas une figure de style. Il a préparé son costume la veille, en laine grise, pas neuf, mais bien entretenu, le genre de vêtement qui récompense l'entretien. Il a sorti sa cravate, la bande régimentaire en bordeaux et or, qu'il avait portée à chaque occasion formelle d'importance au cours des 30 dernières années. Il a ciré ses chaussures. Il avait 73 ans et il cirait ses propres chaussures comme il l'avait fait depuis l'âge de 19 ans. Parce que son premier officier commandant lui avait dit qu'un homme qui ne peut pas entretenir ce qu'il porte ne peut pas être digne de confiance pour porter plus. Dans la poche poitrine de sa veste de costume, soigneusement pliée, se trouvait un morceau de papier. Non imprimé, manuscrit de la propre main de Cornelius, qui était précise, petite et légèrement inclinée vers la droite. C'était une liste de noms. 12 noms. Les familles de 12 hommes qui avaient servi sous son commandement dans divers théâtres, à travers plusieurs décennies, et dont les noms étaient inscrits sur un mur commémoratif qui était dédié cet après-midi au centre communautaire des vétérans du comté de Harlan. Cornelius avait été demandé personnellement par le directeur du centre de prendre la parole lors de la dédicace. Il avait conduit 400 miles parce que 3 des 12 hommes sur cette liste venaient du comté de Harlan, et il avait fait une promesse, il y a longtemps, aux familles des hommes qui avaient servi sous ses ordres, et les promesses n'étaient pas des choses que Cornelius considérait comme des suggestions. Il a pris son petit déjeuner seul dans la salle à manger du motel. Flocons d'avoine, café noir, jus d'orange. Il a laissé un pourboire de 20% sur une note de 7 dollars. Il marcha jusqu'au palais de justice, à 2 pâtés de maison du motel, parce qu'il avait le temps avant que sa voiture n'arrive et parce que marcher le matin était la façon dont Cornelius gérait la hanche qui lui posait problème depuis 3 ans. Un fait qu'il n'avait mentionné à personne dans sa vie professionnelle, car cela n'était pas pertinent pour sa vie professionnelle. Il se tenait sur le trottoir devant le palais de justice, regardant sa liste quand la voiture de patrouille s'est arrêtée. Le député qui est sorti en premier s'appelait Hensley. Il avait 26 ans et était dans le département depuis 8 mois. Il dirait plus tard, dans sa déclaration officielle, qu'il répondait à un appel concernant un homme qui semblait ivre sur les marches du palais de justice et qu'à son arrivée, l'homme était debout et en train de lire quelque chose, mais que l'appelant avait signalé un comportement erratique. L'appelant n'a jamais été identifié. L'appel, il s'est avéré plus tard, a été effectué depuis l'intérieur du palais de justice à partir d'un numéro connecté à un téléphone enregistré au nom d'un greffier du bureau des évaluateurs. Hensley a demandé une pièce d'identité à Cornelius. Cornelius a lentement plongé la main dans sa poche de poitrine.
Hensley a vu le mouvement et sa main est allée à sa hanche, ce qu'il a ensuite dit être un protocole. Ce que Cornelius a sorti de la poche de sa veste était un morceau de papier plié, la liste des noms, car sa carte d'identité se trouvait dans le portefeuille de la poche intérieure de sa veste, et il cherchait d'abord à prendre la liste pour la déplacer afin de pouvoir accéder au portefeuille. Hensley lui a dit d'arrêter de tendre la main. Cornelius s'est arrêté. Il a expliqué qu'il allait chercher son identification, qui se trouvait dans sa poche intérieure. Hensley lui a dit de garder ses mains visibles. Un deuxième député est arrivé. Et puis, 3 minutes après le début d'une conversation qui n'avait aucun fondement légal, le shérif Briggs lui-même est arrivé dans son véhicule, car le palais de justice était à 2 pâtés de maison du poste de police et il surveillait de près son scanner lorsque des activités se produisaient près des propriétés du comté. Briggs est sorti. Il regarda Cornelius. Il observa le costume gris, la cravate, les cheveux blancs et la posture. Et la posture de Cornelius Elmore était, même à 73 ans, remarquable, celle d'un homme qui avait fait face à de grands groupes de personnes dans des circonstances difficiles et avait besoin qu'il ressente, à travers sa façon de se tenir, que les choses étaient sous contrôle. Briggs prit tout cela en compte et fit un calcul qui disait « Vieil homme, bien habillé, noir, se tenant devant mon palais de justice, personne que je connais. » « Quel est le problème ici ?» Briggs a demandé, dirigeant la question vers Hensley plutôt que vers Cornelius. Hensley a expliqué l'appel. Briggs regarda Cornelius. Cornelius a dit tranquillement « Il n'y a pas de problème. J'attends une voiture. Je parle au centre des anciens combattants cet après-midi. J'ai une pièce d'identité dans ma poche intérieure. » Briggs le regarda. Puis il regarda le palais de justice. Puis il a dit au député « Réservez-le, ivre et désordonné. Et s'il te cause le moindre problème, ajoute de la résistance. » Il l'a dit sans regarder Cornelius. Comme si Cornelius n'était pas là. Comme si Cornelius était un meuble qu'il fallait déplacer dans une autre pièce. Cornelius a dit « J'aimerais passer un coup de téléphone. » Il a été menotté. Il a été conduit à la voiture de patrouille. Il n'a pas résisté. Il n'a pas élevé la voix. Sa posture n'a pas changé. Il marchait avec une légère préférence pour la hanche douloureuse et la dignité complètement droite d'un homme qui a été dans des pièces où le danger réel résidait et qui connaît la différence entre le danger et l'indignité, même lorsque les deux portent un insigne. Il a été placé dans l'établissement de détention du comté à 10h42 du matin. Il a reçu un appel téléphonique à 11h03. Il l'a utilisé. Je dois vous ramener plus loin maintenant, des décennies en arrière, car vous devez comprendre ce que Cornelius Elmore avait passé sa vie à construire avant de comprendre ce qu'un appel téléphonique de sa part, passé depuis un centre de détention du comté dans le comté de Harlan, a mis en mouvement. Cornelius avait grandi dans une petite ville du Sud, le deuxième de 5 enfants, dans une maison que son père avait construite lui-même sur un terrain qu'il avait acheté en espèces à un homme qui n'avait pas voulu lui vendre. La maison était en planche blanche, avec un porche, et le père de Cornelius s'était assis sur ce porche chaque soir pour lire. Il lisait largement et sérieusement, sans prétention. Il gardait les livres dans une boîte dans la pièce de devant. La vitrine avait des portes en verre, non pas pour montrer les livres, mais pour empêcher la poussière d'entrer. Il a dit à ses enfants que les livres étaient des outils. « Un outil que vous n'utilisez pas, dit-il, n'est qu'une chose qui prend de la place. » Cornelius avait rejoint l'armée à 19 ans avec un score d'aptitude dans le 97e percentile, que son recruteur avait regardé puis regardé à nouveau. Il s'était levé. Ce n'était pas facile. Facile n'était pas un mot qui s'appliquait à aucune partie de cela, ni les premières années, ni les années intermédiaires, ni les années de leadership où la difficulté a changé de caractère mais n'a pas diminué. Il avait servi dans des théâtres qui apparaissaient dans les livres d'histoire. Il avait pris des décisions, dans des postes de commandement, qu'il révisait encore dans son esprit certains matins, non avec regret, mais avec le poids qui vient d'avoir été responsable de la vie des autres et de savoir ce que cette responsabilité coûtait. Il s'était retiré du service actif à 58 ans avec un grade qui le plaçait, par statut, au-dessus de tout fonctionnaire d'État en dessous du niveau fédéral. Le grade n'était pas symbolique. L'autorité qui y était attachée n'était pas symbolique. Il y avait des protocoles associés à son rang qui restaient actifs après sa retraite. Des protocoles que la plupart des shérifs dans la plupart des comtés de ce pays auraient été peu susceptibles de connaître, car ces protocoles n'étaient pas le genre de choses enseignées dans la formation des forces de l'ordre des comtés.
Dans sa poche de poitrine, sur le morceau de papier plié avec les 12 noms, il avait également un numéro de contact direct. Pas une ligne générale, pas une secrétaire, mais un numéro direct pour le bureau du secrétaire à la Défense. Il avait détenu ce numéro pendant 12 ans. Il l'avait utilisé 2 fois. Ce serait la 3e fois. Mais il n'a pas appelé ce numéro. Il a appelé un autre. Il a appelé un numéro qui sonnait dans un bureau d'un bâtiment particulier dans le nord de la Virginie, dans une pièce où un homme nommé le général David Parrish, actuellement en poste en tant que chef adjoint d'état-major pour les opérations, avait travaillé pendant les 3 dernières années. Cornelius connaissait David Parrish depuis que Parrish était un sous-lieutenant de 24 ans qui, sous le commandement de Cornelius, avait accompli un acte de sang-froid soutenu sous le feu que Cornelius avait cité dans la lettre de félicitations qu'il avait personnellement rédigée. Ils étaient restés en contact. Le genre de contact que les militaires entretiennent, pas fréquent, mais réel. Cornelius, depuis le centre de détention du comté de Harlan, a appelé la ligne directe de David Parrish. Parrish a répondu au 2e appel. Cornelius a dit sans préambule, « David, je suis dans un établissement de détention du comté. J'ai été arrêté sur un prétexte. J'ai un engagement de parole au centre des vétérans du comté de Harlan à 2 heures cet après-midi. J'apprécierais de l'aide. » Parrish a dit, « Donnez-moi 21 minutes. » Il n'a pas demandé plus de détails. Il n'a pas exprimé d'incrédulité. Il n'a pas dit « Je vais voir ce que je peux faire ». Il a dit « Donne-moi 20 minutes », de la manière dont on le dit quand on sait exactement ce que l'on va faire et qu'on sait que cela prendra moins de temps que ce que l'on prévoit. Il a fallu 14. À 11h22, le téléphone a sonné à la réception du bureau du shérif du comté de Harlan. L'appel a été transféré de la ligne principale du bureau du shérif vers le portable de Briggs, car Briggs avait ramené son véhicule personnel à la station et était dans son bureau. L'appelant s'est identifié comme un officier général en service actif, appelant du Pentagone, au nom de la personne détenue. L'appelant a indiqué le grade de Cornelius Elmore, son nom complet et les dispositions légales régissant la détention d'un officier à la retraite de ce grade. Il a déclaré ces choses d'un ton totalement calme et maîtrisé, contenant d'une certaine manière plus d'autorité que n'importe quel cri aurait pu le faire. Il a dit « Shérif Briggs, l'homme que vous avez dans votre établissement a un rang supérieur à celui de votre gouverneur de plusieurs niveaux de classification. Je vous recommande vivement de le faire sortir de cet établissement et de lui présenter des excuses dans les 15 prochaines minutes. » Le secrétaire à la Défense a été informé. Le bureau du juge-avocat général prépare une révision. Si vous avez des questions concernant l'autorité légale que je cite, je suis heureux de vous l'expliquer. Lentement. Le visage de Briggs était devenu de la couleur du vieux papier. Ses genoux, a rapporté plus tard le député se tenant dans l'embrasure de la porte, semblaient perdre une partie de leur confiance dans l'intégrité structurelle du sol. Briggs a dit quelque chose. Ce n'était pas clair. Il l'a dit à nouveau. Ce n'était toujours pas clair. Il est monté dans son véhicule. Il a conduit jusqu'à l'établissement de détention. Il était là en 4 minutes, ce qui était plus rapide que son trajet habituel, car il ne s'est pas arrêté au feu sur Merchant Street. Cornelius a été amené de la zone de détention. Il avait passé le temps assis droit sur le banc, les mains croisées sur ses genoux, regardant dans le vide. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas montré de détresse. Il avait simplement attendu comme il avait attendu au cours d'une carrière s'étendant sur 4 décennies à travers des choses considérablement plus difficiles qu'un banc de maintien dans le comté de Harlan. Lorsque Briggs est entré, Cornelius s'est levé. Il se tenait comme il se tenait toujours, complètement, sans utiliser ses mains pour se pousser du banc, malgré la hanche, car il y a des moments où les accommodations du corps sont des affaires privées. Briggs a dit « Monsieur Elmore, Général Elmore », a répondu Cornelius. Pas brusquement, juste avec précision. Une correction offerte avec la même précision que tout le reste qu'il faisait. La mâchoire de Briggs bougea. « Général Elmore, il y a eu un malentendu significatif ce matin et je voudrais récupérer mon téléphone, ma liste et un véhicule pour le centre des vétérans », a déclaré Cornelius. « J'ai un engagement à prendre la parole à 2 heures et j'ai l'intention de le respecter. » À l'extérieur de l'établissement, 3 camions de presse étaient arrivés. C'était parce que l'avocat, qui se tenait sur les marches du palais de justice avec sa mallette, dont le nom était Paul Devreux et qui avait observé toute l'arrestation à 8 pieds de distance, avait appelé son bureau avant de partir, et son bureau avait appelé un contact à la station locale, et la station locale avait appelé l'AP, et l'AP avait passé 2 appels et établi que l'officier à la retraite détenu dans le comté de Harlan avait un rang qui, selon les mots d'un correspondant,
fait paraître le gouverneur de cet État comme un conseiller municipal. Cornelius est sorti de l'établissement à 12h41. Il était dans un véhicule à 12h43. Il est arrivé au centre communautaire des anciens combattants du comté de Harlan à 1h58. Il avait 2 minutes d'avance. Il a redressé sa cravate dans le rétroviseur de la voiture. Il est sorti. La dédicace s'est déroulée exactement comme prévu. Cornelius a parlé pendant 22 minutes. Il n'a pas mentionné ce qui s'était passé ce matin-là. Il a parlé des 12 hommes sur la liste dans sa poche, de ce qu'ils avaient donné et du coût de ces dons, des familles qui portent ce coup. 3 personnes au premier rang pleuraient ouvertement. Le directeur du centre a déclaré par la suite que c'était la plus belle adresse que le centre ait jamais accueillie. Ce qui est arrivé à Earl Briggs s'est produit de manière méthodique, comme se produisent les conséquences lorsque la surveillance fédérale dispose de preuves claires, d'une procédure documentée et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'autorité qui a prévalu sur l'autre. La revue JAG a pris 3 semaines. L'examen de l'utilisation de la force, qui a examiné non seulement l'arrestation d'Elmore, mais aussi les procédures d'admission qui n'avaient pas permis de faire ressortir son identification avant l'enregistrement, a duré 6 semaines. Le processus de découverte au cours de ces 6 semaines a révélé quelque chose qui n'avait rien à voir avec Cornelius Elmore. Un schéma d'arrestation prétextuelle dans le comté au cours des 4 années précédentes, disproportionnellement concentré dans les quartiers autour du corridor de la route 9, avec des dossiers de plainte qui avaient été déposés et, dans 11 cas documentés, traités de manière inappropriée. Briggs a été suspendu en attente d'examen à la fin de la 2e semaine. Il a été licencié à la fin de la 7e semaine. Les charges portées contre lui ne se limitaient pas à l'incident d'Elmore. Ils ont inclus le traitement inapproprié des plaintes et 2 chefs d'accusation de faute officielles liées aux arrestations de la route 9. Son avocat a négocié. La négociation a duré 4 mois. Le résultat n'était pas en faveur de Briggs. Le député Hensley, le jeune homme de 26 ans avec 8 mois d'expérience, n'a pas été inculpé. Sa déclaration avait été cohérente et il avait agi sur l'ordre direct de Briggs. Il a demandé un transfert dans la première semaine. Cela a été accordé. Il a ensuite terminé un programme de certification fédérale en droit des droits civiques tel qu'il s'appliquait à l'application de la loi. Il dirait, des années plus tard, dans une interview pour un documentaire sur la réforme départementale, que le matin de l'arrestation d'Elmore était l'expérience la plus éclairante de sa vie professionnelle. « J'ai vu un homme garder sa dignité pendant que quelqu'un essayait de la lui enlever », a-t-il dit. « J'ai décidé que je voulais être quelqu'un qui l'aurait arrêté. » L'appel téléphonique que Cornelius avait passé, un appel téléphonique depuis un banc de détention du comté en 14 minutes, avait déclenché un examen qui aboutirait à l'audit externe de chaque arrestation effectuée dans le comté de Harlan au cours des 4 années précédentes. L'audit a duré 7 mois. Les résultats ont été présentés à la commission du comté dans un rapport de 231 pages. La commission a voté pour mettre en œuvre les recommandations du rapport, toutes les 14, par une marge de 7 contre 1. La seule voix dissidente s'est retirée de la commission le printemps suivant. À l'automne de l'année suivant l'incident, le Centre communautaire des vétérans du comté de Harlan a organisé son gala annuel. Cornelius était présent. Il s'est assis à la table 4. Il a mangé du poulet et des haricots verts et a décliné le vin. Il a parlé aux familles des hommes sur sa liste, ceux qui étaient là, et il a demandé des nouvelles des enfants. Et il se souvenait des noms des enfants de l'année précédente, parce que Cornelius Elmore se souvenait des choses. À la fin de la soirée, le directeur lui a remis une copie encadrée d'une résolution adoptée par la commission du comté 3 mois plus tôt. La résolution a nommé une salle de réunion dans le centre des anciens combattants la salle de conférence Elmore. Il a décrit Cornelius, dans le langage formel de telle résolution, comme un homme dont le service à cette nation et la conduite face au mépris institutionnel illustrent les valeurs que ce centre existe pour honorer. Cornelius remercia le directeur. Il a pris la résolution encadrée. Il l'a regardée un instant. Puis il a dit « Nomme-le d'après les 12 ». Il a dit « Leur famille le mérite de voir ses noms sur un mur, pas le mien ». Il l'a dit sans aucun drame, comme il disait tout. Le directeur a modifié la résolution la semaine suivante. La pièce a été nommée d'après les 12. Le nom de Cornelius n'apparaît nulle part sur le mur. Retournez, juste un instant, sur le trottoir devant le palais de justice. Retournez au moment où Cornelius a été menotté. Surveille sa posture. Cela ne change pas. Pas un diplôme. Regardez ses mains.
Elles vont derrière son dos sans résistance, sans aucune altération visible dans la position de ses épaules. Un homme qui a été dans des situations bien plus difficiles reconnaît cela pour ce que c'est. Un inconvénient temporaire administré par un homme qui n'a aucune idée de ce qui est sur le point d'arriver. C'est à quoi ressemble 73 ans de portage correct de quelque chose. Vous devez regarder de près pour le voir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un dans votre vie a besoin de la voir aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Et dis-moi ceci, as-tu déjà été dans une pièce où quelqu'un a porté un jugement sur toi uniquement en fonction de ce qu'il pouvait voir, sans avoir la moindre idée de ce que tu portais réellement? Laissez-le dans les commentaires. Voici ce qui me dérange vraiment. Ce n'est pas le rang. Ce n'est pas l'appel téléphonique qui a pris 14 minutes pour remodeler toute la matinée. C'est la liste. 12 noms. 12 familles. Il a conduit 400 miles pour se tenir devant ces personnes et dire les noms des hommes qu'il avait dirigés, perdus et portés. Et quand il est arrivé là-bas, il allait devoir le faire dans un costume gris froissé avec un numéro de traitement de détention encore sur son bracelet, car c'était le monde tel qu'il était ce matin-là. Mais il allait le faire. Il avait fait une promesse. L'indignité ne dissout pas une promesse. C'est quelque chose qui ne peut pas être pris par une personne qui ne comprend pas ce qu'est une promesse. Alors voici ma question, et je veux que vous y réfléchissiez. Quelle promesse avez-vous tenue alors qu'il aurait été raisonnable de l'abandonner? Quelle obligation avez-vous emportée dans une pièce qui vous a coûté quelque chose pour y entrer? Dis-moi. Laissez-le ci-dessous. Je les lis tous, et ceux qui me restent le plus longtemps sont ceux qui ressemblent à cette histoire.